Bonjour à vous et bienvenue à tous au grand rendez-vous européen CNews, Les Échos. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Vous êtes tête de liste LR pour l'élection européenne. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où l'exécutif tente d'affirmer son autorité après le blocus de Sciences Po, Paris et les échauffourées sur place. Alors nous vous demanderons de quoi les images des derniers jours sont le révélateur. La France insoumise qui veut en tous les cas mettre le sujet de Gaza au cœur de la campagne des européennes. Une campagne qui s'accélère après le discours à la Sorbonne sur l'Europe d'Emmanuel Macron. Le président est-il à son tour entré en campagne? Vous nous le direz. Au centre du débat aussi la question de la GPA que vous avez relancée sur la scène européenne. On va s'y arrêter, François-Xavier Bellamy, avec une exigence de précision sur un tel sujet concernant la directive européenne et notre sondage exclusif CNews Europe 1 et le JDD. Nous évoquerons également l'avenir de la droite, bien sûr, qui se joue en grande partie lors de ces européennes. Et pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entourée de mes camarades. Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour à vous, cher Nicolas. Bonjour Sonia. Et notre journaliste politique à CNews, Florian Tardif. Bonjour et bienvenue Florian. Bonjour Sonia. Après l'occupation de Sciences Po Paris, accompagné François-Xavier Bellamy d'échauffourées de face à face tendues où les revendications des étudiants font écho, contestations qui agitent certains campus américains, il y a eu un accord qui a été négocié par la direction. Je rappelle que le blocus de Sciences Po a été accompagné par des élus de la France insoumise et des candidats comme Rima Hassan. Comment qualifiez-vous, avec un peu de recul, ce qui s'est passé ? Moi, je pense aujourd'hui à tous ceux qui ont aspiré à rejoindre cette école, tous ceux pour qui elle a été un synonyme d'émancipation, pour tous les Français qui voient un lieu qui a été celui de la formation d'une partie de notre élite, tous ceux qui voyaient dans Sciences Po le symbole de la méritocratie et qui sont aujourd'hui effondrés de voir ce que cette école est devenue, le symbole du renoncement, le symbole de la démission. Parce qu'il y a plusieurs choses dans cette affaire. Il y a évidemment la mobilisation des étudiants qui, depuis plusieurs semaines, s'accompagnent de pratiques et de paroles qui sont révoltantes. On se souvient qu'il y a un mois, une étudiante de confession juive a été empêchée de rentrer dans un amphi parce qu'elle avait un nom à consonance juive. On se souvient que le Premier ministre était venu d'ailleurs à Sciences Po quelques heures seulement plus tard pour dire la gravité de ce qui venait de se produire. On se souvient de ces manifestations d'antisémitisme que l'on a vues, parce que c'est de l'antisémitisme, se répéter jusqu'au cours des derniers jours. C'est une chose, mais peut-être plus grave encore d'une certaine manière. C'est la démission de la direction de Sciences Po et c'est le gouvernement qui félicite cette direction. Pourquoi dites-vous démission ? Parce que cet accord, vous parliez de cet accord, mais en réalité, il revient à dire que les étudiants qui bloquent, qui insultent, qui menacent, qui exercent une violence sur tous ceux qui ne bloquent pas, qui voudraient simplement étudier, que ces étudiants-là, on leur donne raison. La direction renonce à toutes les procédures de sanctions engagées contre des étudiants qui se seraient rendus coupables de quelque faute que ce soit. Elle accepte d'organiser un grand débat, de mettre tout le monde autour de la table. Mais depuis quand est-ce qu'on met tout autour de la table avec un tel relativisme ? Depuis quand est-ce qu'on met l'antisémitisme autour de la table ? On va organiser un grand débat sur la légitimité de ces expressions antisémites. La direction de Sciences Po Paris est en train d'organiser et de nourrir l'antisémitisme ? Elle a accepté l'organisation de ce débat, là où sa responsabilité minimale aurait été évidemment de dire qu'il y a de l'intolérable, qu'il y a des choses qu'on n'acceptera jamais, qu'il y a, elle devrait être notamment dans cette école-là. Si on vous comprend bien. Moi, je crois qu'il faut même aller plus loin. Je pense que si aujourd'hui cette dérive devait se continuer, plutôt que de soutenir la direction, parce que c'est ce que fait le gouvernement, Sylvie Retailleau remercie l'administrateur de Sciences Po qui a mis en œuvre cet accord de la honte. Plutôt que de soutenir une telle dérive, je crois que le gouvernement devrait au contraire stopper les financements publics à Sciences Po, parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme mélangé de gauchisme et d'islamisme qui légitime des propos antisémites et des actes de violence, y compris contre des journalistes, et y compris d'ailleurs contre des journalistes de CNews. Évidemment, auquel on apporte notre soutien. Et vous évoquez cet épisode qui s'est déroulé devant les yeux d'Aymeric Caron. On a rappelé... Est-ce qu'on peut juste revenir là-dessus, parce que c'est quand même très grave. Qui, pour être objectif, dit pas de violence face à notre caméra qui se fait, et notre journaliste aussi, qui se fait bousculer, évidemment, et menacer. On entend ce qui est dit d'ailleurs. Et on entend ce que la foule autour de cette journaliste scande en exigeant que la caméra soit dégagée, que les journalistes se fassent dégager.
de la manifestation. Qu'est-ce qu'on aurait dit, Sonia Mabrouk, si cela s'était produit dans une manifestation de droite et si d'autres journalistes avaient été traités de cette manière devant des parlementaires dans une manifestation de droite? Et là, c'est l'extrême gauche et on devrait accepter ça. Et là, on devrait considérer que c'est normal que des manifestants... Qui accepte, François-Xavier Bellamy? Parce que pour être le Premier ministre, Gabriel Attal a affirmé que l'exécutif ne transigera pas. Vous avez rappelé qu'il avait été sur place il y a quelque temps. Il avait affirmé que le pas de vague s'était terminé. Vous pensez que ce ne sont que des mots, qu'il y a une hypocrisie de la part du Premier ministre? Mais alors, qu'est-ce qu'il dit de ce communiqué de sa propre ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Retailleau, qui félicite la direction pour cet accord? Qu'est-ce que c'est que cet accord, sinon une démission? Qu'est-ce que ça veut dire? Accepter de ne sanctionner aucun étudiant impliqué, y compris dans des dégradations, dans des destructions, dans des propos antisémites. Qu'est-ce que c'est organiser un débat avec les bloqueurs en mettant autour de la table ceux qui cassent, ceux qui bloquent, ceux qui empêchent ce lieu d'études de continuer de faire son travail? Et pardon de le dire, mais Gabriel Attal, c'est la contradiction absolue avec le discours d'investiture qui lui avait valu... d'être reconnu comme une promesse de changement. Gabriel Attal avait dit dans son discours, vous vous en souvenez peut-être, il avait dit « tu casses, tu payes ». Aujourd'hui, c'est l'exact inverse. C'est « tu menaces, tu gagnes, tu bloques, tu l'emportes ». C'est exactement comme ça que se comporte le gouvernement. Il donne raison à ceux qui, aujourd'hui, sont capables de pousser le plus loin l'indécence. Monsieur Bellamy, vous proposez aujourd'hui de stopper les financements publics à l'égard de Sciences Po, mais ce phénomène ne se limite pas uniquement à Sciences Po. Est-ce qu'il faudrait l'étendre à l'ensemble des universités où se déroulent ces différentes actions? D'abord, c'est quelque chose qui aurait dû être fait par le passé, quand des actes de cette nature ont été commis. Rappelons que Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Sciences Po Grenoble, lorsque deux professeurs de Sciences Po Grenoble avaient été mis à pied parce qu'ils avaient contesté le terme d'islamophobie. Ça leur avait valu d'être accusés en place publique. On avait même affiché leur visage à l'entrée de l'IEP. Eh bien, lorsqu'ils ont été mis à pied, Laurent Wauquiez avait retiré la subvention de la région à Sciences Po Grenoble. Je crois que c'est cette fermeté-là dont nous avons besoin aujourd'hui. Et il me semble que c'est la condition pour éviter la contagion. Parce que quand Sylvie Retailleau félicite la direction de Sciences Po, elle dit « allez-y ». Virtuellement, le gouvernement est en train de dire à tous les bloqueurs « allez-y, vous aurez raison ». Toutes les forces d'extrême gauche de ce pays, et quand même, c'est aussi d'un détournement politique du monde universitaire que l'on voit les effets ici. On va en parler. C'est le discours de Jean-Luc Mélenchon qu'on écoute dans la rue devant Sciences Po avec un silence religieux. Ce sont des étudiants qui sont liés à la France Insoumise qui organisent ces manifestations. Et donc Sylvie Retailleau dit « allez-y, vous aurez raison partout où vous ferez la même chose ». Monsieur Bellamy, est-ce que ce sont des étudiants pour vous pro-palestiniens? Et dans ce cas-là, il peut y avoir une légitimité, évidemment, à dénoncer ce qui se passe et ce qui est en cours à Gaza, et vous nous direz ce que vous en pensez. Ou est-ce que vous estimez que c'est un soutien au Hamas, et là, c'est un soutien à un groupe terroriste? De quoi, selon vous, ces étudiants sont-ils responsables ou coupables, si on vous écoute? Moi, je crois que la préoccupation pour le peuple palestinien, elle est parfaitement légitime. Et il y a aujourd'hui une souffrance immense des populations civiles de Gaza. Comment ne pas le dire? Mais pour pouvoir dénoncer cette souffrance, encore faut-il s'attaquer à ceux qui l'ont causée d'abord. Et ceux qui l'ont causée, c'est d'abord le Hamas. Et voilà ce qu'on n'entend jamais dans ces manifestations. Parce que qui a déclenché cette agression du 7 octobre qui allait mécaniquement entraîner les populations civiles de Gaza dans cette situation infernale? Qui aujourd'hui encore retient des otages israéliens et refuse les propositions de trêve proposées par Israël à la condition de la libération de ces otages? Eh bien, c'est le Hamas. Et on entend aujourd'hui les étudiants qui manifestent, qui condamnent avec vigueur Israël, qui condamnent même Israël à la disparition. Parce que c'est ça qu'on entend dans les slogans qui sont proposés. Oui, c'est le fameux slogan de la rivière à la mer. Est-ce que quelqu'un qui entonne ce slogan, selon vous, a sa place au Parlement européen? Là, vous parlez de Rima Hassan, qui est mais vous savez qu'au Parlement européen, la France Insoumise s'est déjà distinguée en refusant de considérer que le 7 octobre était un attentat terroriste. La France Insoumise, au Parlement européen, s'est même distinguée de son propre groupe, bien souvent, par ce refus de dire les choses et de dire que le 7 octobre est effectivement un acte terroriste commis contre des populations civiles israéliennes, commis contre des personnes parce qu'elles sont israéliennes. Est-ce que la bataille est politique ou doit être judiciaire? C'était déjà le début. C'est-à-dire que en parlant seulement de crimes de guerre,
on voulait nous faire croire, la France insoumise aurait voulu nous faire croire qu'il y avait un conflit entre deux armées, mais le 7 octobre, ça n'était pas un conflit entre deux armées. Mais face à cela, est-ce que la bataille doit être politique et sur le champ des idées et ces projets contre projets, ou doit-elle être judiciaire, puisqu'on sait que certaines personnalités comme Rima Hassan ou Mathilde Panot ont été convoquées dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme? Rima Hassan, je crois que j'ai été le premier à employer ces termes. Quand elle a été nommée candidate sur la liste de la France insoumise, elle avait déclaré après le 7 octobre, à une question qui lui était posée sur le fait de savoir si l'action du Hamas était légitime, elle avait répondu oui. Elle a cherché ensuite à s'en expliquer de toutes les manières possibles, mais Rima Hassan a dit que l'action du Hamas après le 7 octobre était légitime. J'appelle ça de l'apologie du terrorisme. On vit dans un pays de liberté, et moi j'aime la liberté, et je défendrai toujours la liberté et la liberté d'expression. Mais la liberté, ça veut dire aussi la responsabilité. Et il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et donc, Mme Hassan doit répondre de ce qu'elle a dit, parce que l'apologie du terrorisme, c'est évidemment un délit, qu'elle doive répondre de ce qu'elle a dit. Ça me paraît normal dans un pays de liberté et de responsabilité. Mais le communiqué de la France insoumise et Mathilde Panot, qui préside quand même un groupe parlementaire, est-ce que c'est la même chose pour vous, ou est-ce qu'il y a un risque de judiciarisation du débat politique en pleine campagne des européennes, quel que soit l'avis que l'on porte sur les candidats ou la personne? Vous savez, ça n'a jamais tellement dérangé la France insoumise. Ça n'a jamais dérangé la France insoumise de chercher à censurer. On en parlait à l'instant avec le cas de vos journalistes, les discours qui leur déplaisaient. Ça n'a jamais dérangé l'extrême gauche d'empêcher les événements qui lui déplaisaient dans le monde universitaire. Ça n'a jamais empêché l'extrême gauche. Les scrupules n'ont jamais retenu l'extrême gauche de déclencher des interdits d'expression contre des professeurs, des chercheurs, des étudiants dont les opinions leur déplaisaient. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est peut-être pas les lamentations de l'extrême gauche sur la liberté d'expression qui me paraissent les plus crédibles. Je le redis, moi je crois au débat politique, je crois à la liberté d'expression, mais je crois aussi qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Le débat politique, on va y entrer, en tout cas on va le poursuivre, notamment sur la GPA que vous avez relancée sur la scène européenne, et puis l'engagement du président après son discours sur l'Europe. À tout de suite pour en parler. La suite du grand rendez-vous avec notre invité ce dimanche, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR pour les européennes. On va bien sûr largement parler de cette campagne. Et tout d'abord, vous avez évoqué, François-Xavier Bellamy, une victoire jeudi 25 avril sur les réseaux sociaux en référence, je vous cite, à l'adoption de votre proposition d'inclure la GPA dans la directive européenne contre la traite des êtres humains. Alors avant d'aller sur le fond, c'est important d'être précis. En fait, le Parlement européen ne fait pas de la GPA en tant que telle, et vous nous direz si c'est le cas, une forme de traite d'êtres humains, comme certains l'ont dit ou écrit, mais les eurodéputés se sont prononcés sur l'exploitation de la GPA, donc les GPA forcées. Est-ce à dire que depuis plusieurs jours, le débat politique est biaisé, puisque on a beaucoup parlé de la GPA, mais ici, c'est la GPA forcée qui est dans le viseur? Non, c'est bien la gestation pour autrui qui, pour la première fois, est incluse dans un texte contraignant, une directive européenne, au titre de la lutte contre la traite des êtres humains. Et d'ailleurs, le Parlement européen a expressément refusé de faire des distinctions entre des types ou des formes de GPA. Certains collègues du groupe Renew, le groupe d'Emmanuel Macron, certains collègues avaient proposé de ne sanctionner que la gestation pour autrui forcée, et cet amendement a été rejeté. Et donc, c'est bien la gestation pour autrui en tant que telle qui est considérée comme une pratique susceptible d'être assimilée à de la traite d'êtres humains. Et moi, j'invite tous les journalistes qui se prononcent sur cette question en ce moment, notamment le service public qui multiplie les affirmations en évoquant des fake news, à nous contacter simplement pour qu'on puisse leur montrer la réalité du texte et revenir avec eux sur le débat parlementaire. Une exploitation financière ? C'est l'exploitation. Qu'est-ce qui est sous-entendu derrière ce terme ? D'abord, encore une fois, c'est une directive. Donc la première chose, c'est que les États membres vont devoir la transposer. Ils ont une latitude d'interprétation pour cela, et notamment parce qu'ils restent souverains sur leur politique familiale. Et moi, je ne veux pas attenter à la souveraineté des États membres en matière de politique familiale. Mais pour la première fois, encore une fois, et ça aura été un combat porté par des parlementaires de bords politiques différents. J'ai déposé ces amendements avec des collègues de mon groupe, le PPE. J'ai pris cette initiative, mais elle a été soutenue dès le départ par les deux rapporteurs du texte qui appartiennent à un groupe de gauche, par des parlementaires socialistes et par des parlementaires de droite. Et donc on voit bien au fond que c'est une majorité forte
non seulement au Parlement européen, mais en Europe. On va en parler, mais pardonnez-moi, je reste sur le fond parce que, expliquez-nous, parce que là on a du mal à comprendre. Si je reprends les termes de la directive, il est écrit, ouvrez les guillemets, en ce qui concerne la traite aux fins de l'exploitation de la gestation pour autrui. La présente directive cible les personnes qui forcent les femmes à être mères porteuses ou qui les amènent à agir ainsi par la ruse. Est-il écrit noir sur blanc sur le texte adopté? Qui force les femmes donc dans le cadre d'un contrat, ce qui est la GPA la plus répandue. Ce que vous lisez en effet, ce sont les attendus, les considérants du texte, mais la directive elle-même, si vous prenez son article 3, elle inclut à titre minimal dans les cas de traite d'êtres humains, c'est-à-dire dans les cas que tous les États membres doivent reconnaître comme de la traite, est incluse la gestation pour autrui. On ne va pas revenir trop dans la technique parce que je pense que c'est pas important. Ça qui... Mais ce qui est très important, c'est d'être précis. Moi, je n'ai jamais prétendu que cette directive conduirait à l'interdiction unilatérale de la GPA dans toute l'Europe. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il y a une marge d'interprétation des États membres, en effet. Donc les États vont devoir l'adapter à leur droit national. Donc ils sont libres de le faire ou pas? Mais je crois que c'est une étape importante. Monsieur Bellamy, ils sont libres de le faire ou pas? Ils ont une latitude parce que la directive reconnaît leur souveraineté en matière de politique familiale. Et encore une fois, moi je ne conteste pas cette souveraineté. Donc je n'ai jamais prétendu que cette directive constituait une interdiction pure et simple. Non, mais certains ont analysé cette directive de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'il faut être précis, et c'est pour ça qu'en effet, on est à la disposition de tous les journalistes qui s'interrogeront sur cette question. Soyons précis en effet, mais pour le coup, et tous les juristes l'ont remarqué, hein, il y a déjà eu plusieurs articles de doctrine qui ont été publiés suite au vote, parce que c'est une longue histoire, ça a été 1 an et demi de travail, de discussion, de négociation avec des forces politiques, je le disais, de bords différents. Et moi je crois que c'est une étape importante, parce que d'abord c'est un combat pour la dignité humaine, pour la dignité des femmes qui ne peuvent pas être réduite à un corps qu'on peut louer, qu'on peut exploiter, pour la dignité des enfants qui ne peuvent pas redevenir l'objet d'un contrat marchand. Moi, je reconnais parfaitement le désir d'enfant, sa légitimité, sa beauté même. Je comprends parfaitement que ce soit difficile de vivre avec un désir d'enfant qui ne peut pas être comblé, soit parce qu'une situation de vie fait que ce n'est pas le cas, soit parce que l'âge, tout simplement, vous savez, la gestation pour autrui, j'ai entendu dire que c'était un combat homophobe. Mais elle est très largement pratiquée par des couples hétérosexuels. Ça n'a rien à voir avec la question de l'homosexualité. Simplement, je crois qu'on devrait tous pouvoir dire, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos convictions politiques ou nos orientations personnelles, on devrait tous pouvoir dire que ce n'est pas un progrès qu'une vie humaine puisse de nouveau faire l'objet d'un contrat. Et surtout une majorité de Français, à en croire notre sondage CNews Europe 1, le JDD, et c'est une majorité quand même qui est assez nette, de 59% des Français qui y sont favorables. Vous avez employé des mots assez importants, comme celui de la dignité humaine, à se dire que cette majorité de Français ne comprend pas le débat qui a trait à la dignité humaine? Mais je pense que le vrai sujet, c'est que quand on pose la question de manière ouverte, je pense que les sondages... C'est la faute des sondages? Non, pas du tout. C'est souvent ce qu'on nous dit, responsables politiques, quand ça ne va pas dans le bon sens. D'abord, vous savez, des sondages sur la GPA, il y en a eu d'autres qui donnaient des résultats différents. Je crois surtout que ce qui compte, c'est que les Français sachent ce dont il s'agit vraiment. J'ai accueilli au Parlement cette semaine, d'ailleurs, pour marquer ce jour important, des juristes, des spécialistes de droit international. Et puis, j'ai accueilli aussi Olivia Morel, qui elle-même est née d'une GPA et dont le témoignage est absolument dans décisif. Le journal du dimanche. Elle est aujourd'hui à la une du JDD, et j'en suis très heureux parce qu'il faut entendre sa voix. Olivia Morel, elle n'est pas habitée par une conviction religieuse ou politique, mais d'abord par son expérience personnelle. Et ce qu'elle dit, c'est que être né de GPA, c'est savoir que votre vie est le résultat d'un contrat. Et que tout en étant évidemment reconnaissante de ce que la vie lui a donné, il faut écouter son témoignage parce qu'il dit la gravité de ce qui se joue dans le fait que sur notre sol, on puisse de nouveau faire d'un enfant l'objet si vous êtes au pouvoir, la GPA est interdite et qu'il y a des enfants qui sont nés sous GPA dans d'autres pays et qui arrivent en France. Vous ne les reconnaissez pas? C'est pour ça que le vrai grand sujet, d'abord la GPA, elle est interdite en France aujourd'hui. Oui, mais vous savez, il y a une hypocrisie. Il y a des enfants Moi, je m'étonne d'entendre des ministres du gouvernement ou des parlementaires de la majorité qui aujourd'hui en font la publicité, alors qu'en réalité... Lesquels ? Je pense à... Il s'en cache pas, hein, donc c'est pas une accusation, mais je pense à Clément Beaune qui s'exprimait sur le sujet tout récemment. Je crois aujourd'hui qu'on doit défendre notre droit et que il faut d'abord défendre l'application de la loi. Si j'étais au pouvoir, je crois que la chose la plus importante à faire, ce serait d'abord d'obtenir une interdiction internationale. D'accord, mais des enfants nés sous GPA arrivent en France. Que faites-vous, vous, au pouvoir? Mais vous voyez bien que la question que vous posez, elle vient déjà du fait que nous assumons que notre droit soit contourné. Mais j'interroge votre pragmatisme. Vous savez qui était là à l'événement qu'on a organisé cette semaine pour marquer ce vote? Si, c'est très important. On avait l'ambassadeur d'Haïti.
Et l'ambassadeur d'Haïti est venu spontanément à cet événement pour dire qu'il nous remerciait d'avoir porté ce combat, parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le sien, des femmes qui sont effectivement dans une situation de détresse économique, dans une immense précarité, sont contraintes de recourir à cette pratique pour pouvoir simplement survivre et faire vivre leurs enfants. Eh bien, je crois qu'encore une fois, nous gagnerions tout, nous, la France. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'était Manuel Valls quand il était Premier ministre socialiste. Oui, juste la France devrait porter. à ma question, vous au pouvoir, pardon, oui, vous mais au pouvoir. Les enfants qui sont nés, évidemment, qu'on reconnaît donc leur vous existence. restez dans cette hypocrisie que vous dénoncez aujourd'hui. Mais non, justement, je sors de cette hypocrisie par l'interdiction internationale. Mais évidemment, personne ne va nier aux enfants qui sont là le droit de vivre, je veux dire, ce serait aberrant de penser. Et encore une fois, je le redis, j'ai accueilli au Parlement européen cette semaine Olivia Morel, qui est née de GPA. Évidemment, elle est française, c'est une citoyenne française, personne ne lui dénie cette qualité, ce droit, et sa parole compte, et écoutez sa parole. Et moi, je dis à tous les gens qui nous disent, qui se préoccupent des enfants qui sont nés de GPA, si vous vous en préoccupez vraiment, commencez par l'écouter, elle, et tous ceux qui, comme elle, portent le témoignage des épreuves qu'ils ont vécues par le fait même de cette pratique. Si les sondages donnent ce qu'on voit, 59% sont favorables, au fond, c'est pas tout simplement parce que les Français se disent oh, c'est une affaire de vie privée, tout ça. Il est inutile de s'acharner sur les gens qui ont recours à la GPA, et pourquoi pas laisser ça au libre arbitre de chacun. On ne s'acharne sur personne, mais on a porté simplement le combat, encore une fois, je le redis, avec des parlementaires de gauche comme de droite, le combat de la dignité humaine, qui consiste à dire que jamais, en Europe, si l'Europe est fidèle à elle-même, jamais le marché ne devrait pouvoir se saisir d'une vie. Il y a des limites au marché, il y a des limites au tout marché. Et moi, je suis heureux de voir qu'il existe encore une gauche qui est fidèle à ses convictions et qui sait dire en effet qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas et qui ne se vendent pas, parmi lesquelles la vie d'un enfant. Lorsque Marion Maréchal réagit en écrivant « Où est la maman ?», au sujet d'une annonce carnéro, si je puis dire, du couple homosexuel formé par le créateur Simon Porte-Jacquemus et son compagnon, certains hurlent à l'homophobie. Ils ont tort ? Mais je vous le disais, encore une fois, ce n'est pas une question d'homophobie. Ça ne peut pas être une question d'homophobie parce que la GPA, elle concerne d'abord des couples hétérosexuels. En majorité ? Donc, oui, parce que ce que montrent les statistiques, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples hétérosexuels. C'est difficile d'avoir des statistiques parce qu'évidemment, c'est une pratique qui est interdite en France. Donc, on n'a pas de chiffres précis. Mais ce qu'on sait, et je le redis, c'est le cas d'Olivia Morel, par exemple. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de couples hétérosexuels qui, parce que pour beaucoup de raisons différentes, d'ailleurs, choisissent de recourir à cette pratique. Mais donc, vous les comprenez, ces gens ? Moi, je comprends le désir d'enfant. À la GPA. Je comprends le désir d'enfant. Je le respecte absolument. Mais en revanche, je ne comprends pas que le désir autorise tout. Et évidemment, aujourd'hui, je crois qu'on a le droit et même le devoir de redire cette chose toute simple, je le répète, que la vie d'un enfant ne peut pas être l'objet d'un contrat. Et c'est pas homophobe de dire ça. En fait, la question qu'on vous pose par rapport à l'hétérosexualité, c'est que comme vous êtes opposé, je crois encore aujourd'hui, au mariage pour tous, et que d'autres responsables politiques ont évolué, notamment dans la sphère de la droite, comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou Christophe Béchu, la question, est-ce que sur ce sujet-là, vous avez vous-même évolué dans le sens où vous avez changé d'avis? Non, mais moi, vous voyez, c'était exactement la cohérence de cet engagement. Je ne m'opposais pas à cette réforme pour le clivage inutile qui entretenait les fractures de la société française. Je m'y opposais parce que je voyais derrière cette évolution la perspective d'une marchandisation et d'une technicisation de la vie humaine. Tous ? Bien sûr, parce que le mariage, et d'ailleurs on a bien vu que c'est ce qui s'était produit. C'est ce que j'avais dit à l'époque. Marié pour recourir à la GPA. C'est ce que j'avais dit à l'époque. En réalité, cette évolution, elle avait pour but d'ouvrir la voie à l'extension de la PMA, donc de la technicisation de la reproduction, et à la gestation pour autrui. Et je constate que on y est, vous voyez, avec quelques années de recul. Et donc moi, vous pensez que le mariage pour tous a entraîné a nourri la GPA? Non, mais le principe, c'est toujours au nom de cette idée d'égalité, vous voyez qu'on va... moi, je crois à l'égalité, mais je crois que l'égalité, ça consiste d'abord à défendre l'égalité des plus vulnérables, des plus fragiles. Et je le redis, en particulier, faire en sorte que les enfants ne soient pas l'objet d'un contrat. Mais est-ce que le mariage pour tous a conduit à une généralisation, moi, une pratique plus grande de la GPA? Je le disais dès ce moment-là, j'aurais préféré que le débat soit clair et qu'on propose aux Français la réalité du projet complet. C'est-à-dire faire en sorte, effectivement, que on rentre dans le monde, Georges Fenech le disait tout à l'heure sur votre plateau, dans le monde du droit à l'enfant. Et moi, je comprends le désir d'enfant, mais je combattrai toujours le droit à l'enfant. Mais vous êtes toujours contre le mariage pour tous. Et encore une fois, c'était le sens de mon engagement. Si on arrivait au pouvoir, d'abord, vous reviendrez sur cette loi ? Non, mais la première chose à dire, c'est que ça n'est pas aujourd'hui les questions les plus urgentes pour la France. Si on arrivait au pouvoir, ce serait évidemment absolument pas le sujet de revenir sur cette loi. Ce débat, il a eu lieu, ce débat, il est passé. Mon but n'est pas encore une fois, de fracturer les Français. Et j'en veux d'ailleurs beaucoup
à ceux qui utilisent les questions dites sociétales pour créer de la division et de la fracture dans un moment où la France aurait besoin de se retrouver. À qui vous pensez? Parce que là, vous parlez d'un sujet éminemment sociétal avec la GPA. Mais encore une fois, je l'ai porté avec le souci de réunir et de rassembler. Et c'est peut-être ce qui nous distingue, vous voyez. C'est que moi, je crois à la nécessité. Vous pensez que Marion Maréchal a clivé autour de ces questions? En réagissant non, mais aussi à côté des activistes du progressisme qui voudraient toujours essayer de diviser les gens autour de ces questions-là. Moi, j'ai réuni, j'ai rassemblé. Sur le sujet de la dignité humaine, on a été, je le redis, des parlementaires de bords différents à porter ensemble ce travail, de manière discrète, patiente, sans chercher de coups d'éclat, mais simplement pour dire ce message tout simple qui devrait toujours rester celui de l'Europe, que jamais, jamais on ne peut faire commerce de la vie d'un être humain et de la vie d'un enfant. L'Europe, justement, on va en parler à travers le discours d'Emmanuel Macron, ce que vous en avez pensé et vos propositions. À tout de suite. La suite du grand rendez-vous européen CNews, les Échos, notre invité, tête de liste LR aux Européennes. Et justement, on va en parler avec votre première question, Florian Tardif. Oui, Monsieur Bellamy, Emmanuel Macron a tenu un discours ce jeudi à la Sorbonne. Ce discours Sorbonne 2, dit-il, sur une Europe puissance qui n'a pas convaincu visiblement les Français, d'après les sondages. Avant d'aborder le fond, est-ce que vous qui avez écouté ce discours, estimez que c'est un discours de chef d'État ou de directeur de campagne aujourd'hui ? C'est un discours de campagne. Emmanuel Macron, comme tout citoyen français, a parfaitement le droit de s'engager dans la campagne des Européennes pour soutenir sa tête de liste, mais c'est évidemment un discours de campagne. Et nous avons demandé, Éric Ciotti l'a fait en écrivant au président de l'Arcom et à la Commission nationale des comptes de campagne, que cet événement soit réintégré au budget de campagne de la majorité et évidemment au temps de parole de sa campagne. Ce qui est la moindre des choses. D'ailleurs, l'Arcom a confirmé que cette demande était fondée et qu'une très grande partie de ce discours devrait être décomptée comme étant du temps de parole politique. Le président de la République, personne n'est dupe, personne ne nous fera croire le contraire, s'engage aujourd'hui parce qu'en réalité, la majorité est panique. Et donc, il faut qu'il vienne à la rescousse de sa candidate. Et c'est la raison pour laquelle il rentre dans le jeu de cette campagne électorale. Alors peut-être vous lui reconnaîtrez une conviction cohérente, en tous les cas assez pas de en même temps sur l'Europe, justement. Il parle de souveraineté européenne comme il l'a toujours fait. Est-ce que vous diriez que c'est un discours qui acte d'un saut fédéral, comme on l'a beaucoup lu ces derniers temps? En réalité, Emmanuel Macron pousse en effet pour que l'Europe signifie la dépossession de plus en plus grande de nos États de leurs fonctions essentielles. Et de ce point de vue-là, je voudrais revenir, avant qu'on revienne au discours peut-être, mais sur ce qu'on a appris hier soir de l'interview qu'il a donnée à la presse quotidienne régionale. Emmanuel Macron nous dit qu'il veut lancer un débat sur la mutualisation de la dissuasion nucléaire avec les pays européens. Et cette expression est d'une gravité exceptionnelle. Qu'est-ce qui est grave ? Parce que là, nous touchons au nerf même de la souveraineté française, de la souveraineté nationale. D'abord, quand même, rappelons-le, ce n'est pas être pro-européen que d'avancer dans cette voie. Parce que, en fait, ça n'a aucun sens. La dissuasion nucléaire, elle repose bien sûr sur la maîtrise d'une technologie qui coûte très cher aux Français, qui est un investissement historique de notre pays. Et en déposséder les Français, c'est évidemment une forfaiture pour le président de la République s'il devait aller dans cette direction. Mais cette forfaiture serait absurde parce que cette technologie repose dans son utilisation sur un système institutionnel. Pour que l'armée allemande aille intervenir sur un théâtre d'opération, il faut que le Parlement allemand se réunisse, qu'il lui donne un mandat, qu'un débat ait lieu et que les conditions précises d'ouverture du feu soient définies par les députés allemands. La dissuasion nucléaire, elle repose sur l'inverse, sur la légitimité très forte d'un président de la République élu au suffrage universel qui peut décider seul d'engager les forces armées nationales et d'ouvrir potentiellement le feu nucléaire sans avoir eu au préalable de validation du débat parlementaire. Mais M. Bellamy, on pourrait vous opposer l'argument, à savoir que est-ce que ce n'est pas absurde également que les Italiens, par exemple, bénéficient de la protection américaine et non pas de la protection française quand il s'agit justement d'utiliser potentiellement l'arme atomique? Mais d'abord, ils en bénéficient déjà. Parce que la dissuasion nucléaire française, elle bénéficie déjà à toute l'Europe. C'est déjà un élément de réassurance pour toute l'Europe. Et pour le coup, ça n'est pas nouveau. Ça n'est jamais dit exactement comme ça. Si, bien sûr. Il y a toujours une ambiguïté volontaire. Déjà Nicolas Sarkozy. Ce qu'on interprète comme étant nos intérêts vitaux. D'abord, l'ambiguïté, elle est volontaire en effet parce que c'est le principe de la dissuasion. Mais Nicolas Sarkozy a déjà formulé de manière très claire le fait que les intérêts vitaux de l'Europe faisaient partie des intérêts vitaux de la France. Donc,
Il n'y a pas de nouveauté de ce point de vue-là. Donc il n'y a pas de rupture avec ce que dit Emmanuel Macron. Mais pour le coup, la grande rupture, c'est quand Emmanuel Macron dit qu'il veut mutualiser la dissuasion dans sa pratique. Qu'est-ce que ça veut dire demain? Ça veut dire qu'on pourrait proposer au pouvoir étatique des autres pays européens de faire intervenir la dissuasion française. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça ne veut pas dire un parapluie français plutôt qu'un parapluie américain? Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Moi, c'est ce qui existe déjà, par exemple, les Italiens avec les Américains, c'est ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité-là qu'Emmanuel Macron, potentiellement, avec cette interview, dénonce aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il propose une réflexion en ce sens. D'ailleurs, permettez-moi de dire que je suis très inquiet qu'il mette sur le même plan le fait que les pays européens portent la bombe américaine avec la dissuasion française. Parce que est-ce que cette mutualisation veut dire que demain, on devrait aussi demander l'accord de nos alliés américains pour pouvoir mettre en œuvre la dissuasion nucléaire française? Peut-être l'éviter. Objectivement, peut-être l'éviter, justement. Pardon de le dire, mais ça devient vraiment du très grand n'importe quoi. Et un chef de l'État français ne devrait pas dire ça. L'ambiguïté stratégique, ça ne consiste pas à parler à tort et à travers de ce qui constitue aujourd'hui la clé absolue de la sécurité nationale, c'est-à-dire effectivement cette dissuasion qui est fondée par définition d'abord sur le silence. On doit, quand on est chef d'État, on doit d'abord apprendre à se taire sur ce qui constitue, encore une fois, le cœur de notre modèle de sécurité. Et surtout, le point central, c'est que je vois bien les attaques contre notre souveraineté. Je vois bien aujourd'hui à quel point, par exemple, la coalition allemande au pouvoir, d'autres pays européens voudraient pouvoir obtenir que la France ne garde pas pour elle-même la maîtrise de l'emploi du feu nucléaire. Je vois à quel point beaucoup en Europe voudraient pouvoir contrôler notre dissuasion nucléaire. Nos partenaires européens veulent nous affaiblir sur un sujet aussi stratégique, important, même vital, que celui de l'arme nucléaire. Bien sûr, parce que... Alors, on peut parler encore d'unité au sein de l'Europe ou de défense européenne? Vous savez, l'Europe, mais c'est normal. L'Europe, ce sont des États qui ont chacun leurs intérêts, qui ont chacun leurs priorités, leur lecture géopolitique. Et l'Europe, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Avec des amis, bien sûr, avec des alliés. Mais avec des amis, vous n'êtes pas toujours d'accord sur tout. Et ça suppose évidemment que les Français soient capables de défendre leurs intérêts. On a plutôt l'impression que c'est un combat interne plutôt qu'externe aujourd'hui. Le grand problème, ça n'est pas que, par exemple, le chancelier allemand veuille défendre les intérêts de l'Allemagne en faisant en sorte que la France devienne un élément complémentaire, un élément qu'il maîtriserait demain dans cette maîtrise du feu nucléaire, qui est une singularité française. Le problème n'est pas que l'Allemagne défende ses intérêts, le problème c'est que le chef de l'État français ne défende pas les intérêts de la France. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron ne défend pas aujourd'hui les intérêts de son propre pays? Quand je vais à Berlin et que je rencontre... L'accusation est quand même forte. Quand je vais à Berlin et que je rencontre les autorités allemandes, effectivement, j'entends très souvent revenir cette petite musique de la mutualisation de la dissuasion nucléaire française. Et je comprends les Allemands d'avoir cet agenda. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le chef de l'État français soit prêt à y concourir. Et c'est ça qui me paraît d'une gravité. Vous voulez dire, M. Bellamy, que le chef de l'État français reprend les éléments de langage et même la rhétorique et la volonté de pays qui veulent, non pas nous nuire, ça reste quand même des partenaires, mais en tout cas fragiliser ce qui fait notre puissance aujourd'hui? Oui, et d'ailleurs, c'est vrai du nucléaire militaire, mais les deux sont parfaitement liés. Ça a été vrai aussi du nucléaire civil, parce que les deux sont conjoints. Vous ne pouvez pas avoir une dissuasion nucléaire militaire si vous n'avez pas une filière nucléaire civile, parce que c'est la maîtrise d'une technologie et que ça, c'est un tout. Et qui a fragilisé le nucléaire en France? Le nucléaire civil. Qui a fragilisé notre électricité nucléaire en faisant exploser les factures des Français au passage et en nous rendant dépendants du charbon et du gaz vendus par la Russie? Eh bien, c'est Emmanuel Macron. C'est la gauche au pouvoir depuis 2012, alliée avec les Verts, qui ont organisé la lutte contre ce qui constituait une des forces historiques de notre modèle industriel. Qui a fermé Fessenheim? C'est Emmanuel Macron. Qui a fait voter la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui aujourd'hui encore en vigueur prévoit la fermeture de 12 réacteurs nucléaires? C'est Emmanuel Macron. Donc il y a une avant cohérence d'opérer un revirement. Mais le revirement, pardon, on n'en voit pas la couleur, parce que la programmation pluriannuelle de l'énergie en question, elle est toujours en vigueur, alors que les projets de construction de nouveaux nucléaires, eux, pour le coup, on ne sait pas encore exactement de cohérence, justement, François-Xavier Bellamy, encore une question sur ce sujet, sur la droite européenne. Comment rester dans le groupe, et la question vous est souvent posée, comment rester dans le groupe PPE, qui est celui de Mme Ursula von der Leyen, tout en dénonçant l'Europe de Mme Ursula von der Leyen? Est-ce que là, vous n'êtes pas vous-même dans un entre-deux qui est totalement illisible? Bien sûr que non.
D'abord, Ursula von der Leyen n'était pas la candidate du PPE en 2019, c'est Emmanuel Macron qui l'a imposée. Et deuxièmement, je le redis... Je ne sais pas si c'est, pardonnez-moi, si cette subtilité saute aux yeux de tout le monde. C'est pas du tout une subtilité. Notre candidat en 2019, c'était Manfred Weber. Et si Emmanuel Macron et Viktor Orban ne s'étaient pas associés pour l'empêcher de devenir président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen serait restée ministre de la Défense en Allemagne. Donc c'est le choix d'Emmanuel Macron qui a conduit à cette situation. Deuxième point, et c'est, je crois, le plus important. Il faut que tous ceux qui nous entendent comprennent à quoi ça ressemble l'Europe, le travail européen. Attendez, juste sur vous, est-ce qu'il est exclu que vous sortiez complètement du PPE si Madame Ursula von der Leyen est reconduite? Mais moi, je crois qu'elle ne sera pas reconduite. Non, mais et pourquoi? Envisageons ce qui peut aussi arriver, qu'elle le soit. Non, je crois qu'elle ne le sera pas. Non, mais j'entends, M. Bellamy, mais si elle l'est, que faites-vous? Et d'ailleurs, c'est possible, j'ai été le premier à dire qu'elle ne devait pas l'être. Vous ne voulez pas me répondre, mais sur la possibilité, si elle est reconduite, que faites-vous? Mais nous ne quitterons pas les lieux où il faut être pour agir. Nous ne soutiendrons jamais la reconduction d'Ursula von der Leyen. Ce n'est pas seulement une question de personne, c'est une question de ligne politique. Et moi, j'ai la conviction qu'elle ne sera pas reconduite par le travail que nous avons fait. Et c'est d'ailleurs presque un autre candidat ou une autre candidate. Sonia Mabrouk, je vous rappelle juste une chose toute simple. Je vous rappelle juste une chose toute simple. Le congrès du PPE qui s'est réuni à Bucarest a voté sur son investiture. Sur les 801 délégués présents au congrès, 400 seulement ont voté pour elle. Ce qui veut dire que j'ai été, avec Éric Ciotti, avec les Républicains, nous avons été les premiers à dire qu'il ne fallait pas poursuivre pour un nouveau mandat avec Ursula von der Leyen. Et nous avons été suivis par une majorité du PPE. Et c'est là que ça va se jouer. Et je suis à l'endroit où il faut être pour faire entendre la voix des Français. L'Europe, c'est, je le disais, un combat quotidien, matin, midi et soir. Il faut être sur la brèche parlementaire pour faire entendre la voix de ceux qui nous ont élus et faire en sorte qu'ils puissent obtenir gain de cause. Et c'est ce que je continuerai de faire. Bien, avec des sondages aussi matin, midi et soir. On va parler aussi de stratégie politique dans quelques instants. Une courte pause et on se retrouve. La suite du grand rendez-vous avec notre invité François-Xavier Bellamy, une question de Nicolas Barré. Oui, la campagne pour les européennes donc s'accélère et néanmoins, sans vous offenser, on ne sent pas une dynamique extraordinaire autour de LR, de cette liste, et vous êtes à peu près à la moitié des intentions de vote de la liste socialiste. Comment est-ce que vous expliquez cette difficulté à passer la rampe ? D'abord, je crois qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas encore complètement la tête aux élections européennes. Je le vois en allant tous les jours sur le terrain avec Céline Imar, qui est numéro 2 de cette liste, qui est agricultrice dans le Tarn, avec le général Christophe Gomard, qui est l'ancien patron du renseignement militaire et des forces spéciales françaises, qui est notre numéro 3. On est tous les jours, on était hier à Toulouse, on est tous les jours au contact des Français. Et je vois à quel point pour eux, cette échéance est peut-être encore lointaine. Je vois aussi à quel point ils ont le sentiment qu'il s'agit d'abord d'un gigantesque sondage national où il faudrait dire ce qu'on pense de la politique d'Emmanuel Macron. Le vrai sujet de cette élection, je voudrais le rappeler à tous ceux qui nous écoutent, c'est à quoi ressemblera le Parlement européen demain. Et au Parlement européen, le vrai grand clivage, il est non pas entre Mme Le Pen et M. Macron, le vrai grand clivage, il est entre la gauche et la droite. Ce sont les deux grandes forces politiques européennes. Et moi, je vois aujourd'hui dans cette élection qu'il y a des électeurs de gauche qui ont décidé que le « en même temps » c'était fini, qui ont décidé de reconstruire une gauche qui s'assume, avec Raphaël Glucksmann, avec la France Insoumise. Moi, j'aime la démocratie, donc je reconnais tout à fait la légitimité de cette proposition politique, et je vois que la gauche est en train de se reformer. Et je pense qu'il faut que les électeurs de droite aient conscience que dans cette élection, ce qui se joue, c'est aussi la nécessité de relever une droite qui s'assume, qui défende ses idées, qui assume sa ligne et qui portera demain leur voix au Parlement européen. Une droite Est-ce que cette droite, elle n'est pas en train de se reformer ailleurs que chez les LR ? Mais je ne la vois nulle part ailleurs. Et surtout pas, pardon de le dire, au Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, en réalité, c'est le parti qui voudrait que, au « en même temps » de droite et de gauche porté par Emmanuel Macron, succède le « ni de droite ni de gauche ». Mais moi, je ne crois pas à cette ambiguïté. Je pense qu'il faut sortir de la confusion. Il faut retrouver la clarté. Et je me demande si le Rassemblement national est vraiment la force politique qui voudra renforcer la France et les Français demain. Quand nous voyons le gouvernement qui plie à tous les blocages aujourd'hui, permettez-moi de dire par exemple à quel point j'ai été révolté par l'incroyable démission que représente cet accord passé avec les syndicats de la SNCF. On a des gens qui menacent de bloquer à la veille des JO. On leur lâche tout, on leur donne tout. Là encore, c'est pas comme disait Gabriel Attal, tu casses, tu payes. C'est au contraire, tu menaces, tu encaisses. Et donc, on a aujourd'hui une catégorie de Français à la SNCF pour lesquels on paye déjà assez cher, à la fois par les billets de train
et par nos propres impôts, une catégorie de Français qui va avoir le droit de ne pas appliquer la réforme des retraites. Eh bien, pardon de le dire, mais le Rassemblement national soutient ça. Et la dernière fois que Sudrail a bloqué la France la veille d'une période de vacances pour obtenir une énième prime, Marine Le Pen a défendu Sudrail et les cheminots en expliquant que c'était leur pouvoir d'achat. Marine Le Pen a refusé la réforme des retraites que nous avons défendue parce que oui, nous croyons qu'il faut protéger le pouvoir d'achat des retraités. Et donc, si vous voulez, on n'en peut plus de la confusion. Et à ce en même temps de gauche et de droite, il faut que succède non pas un ni droite ni gauche qui voudra dire en fait toujours les mêmes vieilles recettes de la gauche, mais il faut que se relève une droite qui, en France, et aujourd'hui d'abord au Parlement européen, soit capable de faire entendre la voix des Français. Qui entretient cette confusion que vous dénoncez, Monsieur Bellamy ? Mais tous ceux qui y ont intérêt. Monsieur Bardella fait campagne, comme hier Monsieur Macron, sans rien dire, sans participer à aucun débat, sans parler réellement de ce qu'il voudrait porter au Parlement européen, parce qu'il sait que s'il le fait, il sera confronté à son bilan. Rappelons que le Rassemblement national a gagné l'élection européenne en 2019. Il a gagné l'élection européenne en 2014. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? Rien du tout. Ça n'a rien changé pour la France, ni pour les Français. Et si M. Bardella devait venir sur un plateau dans un débat pour s'en expliquer, eh bien forcément, il serait renvoyé au vide de ce bilan, à l'absence totale d'action. On parlait tout à l'heure de ceux qui, parfois, dans le débat européen, se satisfont que la France reste fragile et parfois silencieuse. Eh bien, en réalité, ceux-là, ils se réjouissent du score du Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, plus il est haut, plus il y aura de députés qui, en réalité, ne seront jamais présents quand les combats devront être menés, jamais présents pour négocier, jamais là quand il faut engager les bras de fer dont la France a pourtant besoin. C'est votre principal adversaire ? Quel est votre principal adversaire d'ailleurs dans cette campagne des européennes ? Moi, mon seul adversaire, c'est tout ce qui fragilise la France, tout ce qui asphyxie les Français, tout ce qui aujourd'hui fait que notre pays est en faillite, tout ce qui fait que, et de ce point de vue-là, le bilan le plus grave. La France ou l'Europe ? Mais d'abord la France qui se fragilise elle-même, y compris en Europe. De ce point de vue-là, le bilan le plus grave, évidemment, c'est celui de ce gouvernement qui, après 7 ans au pouvoir, a mis le pays en faillite budgétaire d'abord. Et je crois qu'aujourd'hui, là aussi, ce sujet, il est central dans le débat européen. Parce que vous parliez du discours de la Sorbonne, mais Emmanuel Macron, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il propose dans son discours de la Sorbonne ? C'est quoi la vraie proposition ? C'est de créer plus de dettes en Europe. D'ailleurs, chose amusante, il dit une belle idée française. Ah oui, ça c'est sûr. Créer de l'emprunt, créer de la dette, c'est ça qui va nous renforcer. Mais aujourd'hui, la France n'a jamais été aussi endettée et elle n'a jamais été aussi vulnérable. Et pour rembourser cette dette, que propose-t-il ? Il propose de créer, comme sa tête de liste d'ailleurs, c'était le dossier qu'elle avait porté au Parlement européen, il propose de créer des impôts européens. Et alors il dit, les impôts européens, mais on va créer des ressources propres et ça ne pèsera pas sur les Français. Il le dit et il le répète tellement qu'en fait tout le monde le sait bien, évidemment. Il n'y a pas d'argent magique. Et si on crée des impôts européens, ça pèsera sur les Français. Et nous disons stop, parce que nous sommes la droite. J'ai entendu le monsieur économie du Rassemblement national, monsieur Tanguy, qui remplaçait monsieur Bardella dans un débat récemment, nous dire, pour financer les investissements dont on a besoin, il va falloir créer plus d'impôts et faire tourner la planche à billets. Moi, j'en peux plus de la gauche, quelles que soient ses formes. Je crois qu'on a besoin de retrouver la raison. Et retrouver la raison, ça veut dire retrouver le sens de la liberté. Il faut libérer les Français du poids des impôts, des charges qui pèsent sur eux. Il faut libérer les générations qui viennent du poids de la dette qu'on a mis sur leurs épaules. Et pour ça, il faudra évidemment retrouver la valeur du travail, mieux rémunérer le travail, protéger le pouvoir d'achat de ceux qui ont travaillé toute leur vie, des retraités qui aujourd'hui sont menacés par cette espèce d'étrange idée de taxation des rentes. Sortir de la folie fiscale qui fait que la France aujourd'hui est en train de s'enliser dans la crise. Et ça, il n'y a que la droite qui le porte aujourd'hui. Et il n'y a que la droite qui combattra demain la création d'impôts européens. Alors avec qui ? Parce que vous avez cité 2 personnalités illivrées et reconnues dans leur domaine respectif, à la fois Céline Imard dans le domaine de l'agriculture, le général Gomard dans la défense. Où sont les autres personnalités, j'allais dire plus politiques aussi ? Et est-ce que votre liste va s'ouvrir aux sarkozystes ? On pense notamment à Brice Hortefeux et Nadine Morano. Vous allez en décider demain, les arbitrages sont déjà faits. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces 2 personnalités, Nadine Morano qui parle plutôt aux classes populaires, Brice Hortefeux qui compte dans le dispositif Sarkozy, seront-ils présents sur votre liste, Monsieur Bellamy ? La liste, elle sera annoncée mardi, donc vous saurez tout ce jour-là. Est-ce que vous êtes favorable à leur entrée alors ? Moi, je voudrais dire que pour moi, ça aura été une chance de pouvoir conduire une délégation au cours des dernières années qui portait à la fois
une part de renouvellement. J'étais moi-même un nouveau candidat en 2019 et une part d'expérience. On a besoin des deux. On a besoin de cet équilibre. Et aujourd'hui, la liste que je conduis, elle porte déjà cet équilibre. Parce que moi, j'ai maintenant 5 ans d'expérience derrière moi. J'ai appris le combat politique et la bataille européenne. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur deux figures qui incarnent le renouvellement. On va continuer exactement dans cet esprit. Et c'est ce que veut Éric Ciotti, le président de notre famille politique. Ne vous inquiétez pas, ce sera annoncé mardi. Est-ce que ces deux personnalités seront en position éligible? Ce sera annoncé mardi. Est-ce que le fait qu'ils ne participent pas à cette liste serait un manque pour vous? Je vous le redis, encore une fois, on a besoin d'expérience, on a besoin de renouvellement, c'est l'esprit de cette liste. Et ce sera annoncé mardi. Voilà, chaque chose en son temps. Ce qui compte pour nous, c'est aussi la ligne politique, c'est aussi le projet qu'on porte. Est-ce qu'ils partagent votre ligne politique? C'est aussi le fait d'être... On a été une délégation soudée. D'ailleurs, quand je vois aujourd'hui les divisions partout autour de nous, quand je vois le en même temps de la majorité qui se fracture dans les incohérences, les divisions qui traversent... Ceux qui parlent le plus d'union des droites sont ceux qui sont aujourd'hui le plus fragmentés qui soient. Donc voilà, moi je suis heureux d'être dans une famille politique unie, avec des parlementaires qui aujourd'hui portent d'une seule voix cette bataille européenne. Unie avec des nuances de droite, de M. Bertrand à vous-même, il y a quand même quelques nuances. Mais notre ligne, elle est très claire. Le projet que nous porterons, il est porté par toute notre famille politique. Il n'y a pas de division aujourd'hui. Et derrière les Républicains, il y a une droite qui se reconstruit. Vous savez, on ne va pas passer notre temps à faire l'inventaire du passé. Ce qui compte pour nous, ce qui compte pour moi, c'est d'incarner la relève d'une droite qui veut se reconstruire pour pouvoir demain relever le pays tout entier. Quel est votre objectif? Plus de 10%? Notre objectif, c'est de faire le meilleur score possible. Et je voudrais dire à tous les Français qui nous écoutent au Parlement européen, souvent, les batailles se jouent à quelques voix près. Et dans cette élection, votre voix va compter. Chacune des voix qui seront portées dans cette élection aura une importance pour définir la majorité de demain au Parlement européen. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy. Merci d'avoir été notre invité tête de liste LR aux Européennes. Et je précise que les têtes de liste et leur soutien vont se succéder pour les prochains grands rendez-vous. Nous avons basculé en campagne, évidemment, des élections européennes. Je remercie beaucoup Florian Tardif. Merci, cher Florian. Évidemment, Nicolas Barré. Je souhaite à tous un très bon dimanche et à très bientôt sur nos antennes communes.